qu'on reçoit à l'Uni au robinet, elle vient très certainement de la station de Saint-Sulpice, enfin de la station de pompage de Saint-Sulpice, c'est-à-dire que la station pompe de l'eau dans le lac, elle la traite, elle l'envoie dans le réseau et elle arrive à l'Uni. Ensuite, on va la consommer, elle va partir avec nos urines dans les toilettes et les eaux usées vont à la steppe de Vidi qui, elle, va relarguer en fait les eaux usées traitées dans le lac Léman. Puisqu'on puise principalement l'eau dans le lac à Lausanne, on a peu de risques d'avoir une pénurie. Par contre, effectivement, il y a d'autres problèmes actuellement, par exemple les substances chimiques qu'on peut retrouver dans l'eau et qui inquiètent passablement de gens. Alors, première étape du traitement, injection de charbon actif en poudre. Donc le but d'injecter du charbon actif, c'est de capter maintenant tous les micropolluants qu'on trouve dans l'eau. Ça peut être des micropolluants dus à des médicaments, donc des pharmaceutiques, plus aussi tous les produits de consommation qu'on utilise. L'ultrafiltration, donc c'est là qu'on va filtrer et désinfecter mécaniquement l'eau. Et là on va retenir toutes les particules qui sont plus grosses que 0,01 micron, donc ça veut dire les virus, les bactéries, sont retenues à l'aide de la membrane. Donc là on va faire une désinfection à l'eau de javel. Puis cette désinfection finale permet d'avoir une rémanence justement de la désinfection dans les conduites de transport et les réservoirs de stockage. Alors, la question des substances chimiques dans les potables, elle préoccupe les gens depuis une dizaine d'années. On la retrouve régulièrement dans les médias. Il y a aussi beaucoup de questions du public. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on regarde notre exposition quotidienne aux substances chimiques, l'eau potable est finalement marginale. Si vous prenez à la place de l'eau du robinet de l'eau en bouteille, vous avez des bouteilles en plastique. Le plastique, on sait que ça relargue des substances qui ne sont pas forcément très bonnes. En plus, l'eau elle-même, elle vient d'endroits où c'est aussi des substances, on peut trouver aussi des substances chimiques. Donc, ce n'est pas mieux que l'eau que vous avez au robinet. Par contre, si vous voulez vraiment faire un effort pour réduire votre exposition aux substances chimiques, pensez déjà à tous les cosmétiques que vous utilisez dans votre salle de bain. Vous faites la liste, vous verrez qu'il y a à peu près 400 substances qu'on se met sur la peau tous les jours, qui passent a priori rapidement dans le sang. Réfléchissez aux habits, réfléchissez à l'air aussi. On parle de l'air intérieur qui est très très contaminé par tout ce qu'on trouve dans les plastiques, dans les peintures, etc. Donc avant d'avoir peur pour l'eau potable, disons que ça vaut la peine de se poser la question aux d'autres sources d'exposition. Il y a 4 ans, le Luc-Voile n'existait pas encore, il y avait plein d'équipages qui naviguaient séparément, puis on s'est tous mis ensemble pour former un club. On m'a demandé une fois d'aller à une régate importante à l'étranger, et c'est de là que c'est parti. Au fur et à mesure, on s'est dit que ce serait chouette de pouvoir faire naviguer plus de monde pour la croisière et pour la régate. Et du coup, le Luc-Voile était ce qu'il fallait pour ça. Il est en tout cas unique en Suisse, c'est quasiment la seule structure universitaire qui donne l'opportunité de naviguer pour pas cher, parce que effectivement la voile c'est pas forcément le sport le meilleur marché, et puis ça fait plaisir que tout le monde ait une chance d'aller sur le lac. On fait beaucoup sur le bénévolat et l'échange surtout, donc on essaye, surtout en ce moment, on essaye de faire vraiment une ambiance de club pour que en fait, ceux qui ont des connaissances aient envie de partager avec ceux qui ont moins de connaissances. Je pense que pour un employeur, c'est bien de voir qu'un étudiant a aussi des activités à côté. Faire partie d'un luxe, ça veut quand même dire faire partie de la structure officielle de l'université de l'EPFL. Donc je pense qu'en ce sens, ça a quand même un certain point, certainement. J'ai fait du sport longtemps pendant ma carrière étudiant et professionnelle. Donc j'ai joué au foot en 2e ligue interrégionale. J'applique dans mon boulot de tous les jours des principes que j'avais au niveau du sport, notamment le fait d'utiliser la bonne personne au bon poste pour la faire évoluer avec ses qualités. C'est un peu ce côté-là où tu as un groupe de personnes avec un objectif à atteindre et tu dois faire en sorte de tirer le meilleur de chacune des personnes qui sont sur le terrain pour essayer de gagner ton match en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup voir sur les CV. De regarder si les gens font du sport. Alors c'est toujours un truc qui est relégué tout en bas d'un CV la plupart du temps au niveau des hobbies, mais il y a certains sports qui sont très intéressants, surtout aussi pour engager une conversation avec quelqu'un lors d'un entretien d'embauche.
Partant sur un point d'accroche qui est peut-être le sport sur un CV, tu arrives à en connaître beaucoup plus sur une personne. Pour moi, la voile, déjà, c'est la liberté. Ça peut être un peu en solitaire, de l'introspection, et c'est quelque chose d'hyper précis. La voile t'apprend à gérer des situations qui peuvent être difficiles, à savoir analyser ton environnement et prendre des décisions même quand les choses ne vont pas bien, dans cette situation assez extrême finalement, et surtout de le faire en groupe. C'est-à-dire, on navigue sur des bateaux, on n'est pas tout seul, on est souvent 4 ou 5. Et c'est quand même un challenge de faire que tout le monde aille dans la même direction, surtout quand les choses ne se passent pas bien. Je pense que la gestion de projet d'un côté, avec l'organisation pour les déplacements en régate. En termes de qualité de force mentale, c'est quelque chose qui est super intéressant dans le domaine de l'entreprise, parce que tu sais que c'est quelqu'un qui va mettre les moyens pour atteindre les objectifs qui se fixent et les objectifs qu'on lui fixe. Maintenant, je travaille dans l'informatique et d'ailleurs, le fait de naviguer, ça m'a donné une fois l'occasion d'avoir un entretien d'embauche thématique avec des situations de voiliers et comment elles seraient gérées. Ça prend du temps. Et puis, là, je dirais l'inconvénient, surtout ici, comme je travaille proche du lac, c'est que quand il y a du vent, je serais mieux sur le lac qu'au boulot. Oui. Le Lausanne Shakespeare Festival, c'est un festival qui comprit les spectacles et les ateliers autour des pièces de Shakespeare. Je l'ai fondé en 2015. Les objectifs, c'est de connecter les choses qui sont normalement séparées. Le monde des spécialistes, le public à l'autre côté, la culture du théâtre anglophone et la culture du théâtre français. La tradition de Shakespeare, c'est une tradition inclusive. C'était le seul lieu dans la ville où tu peux trouver toutes les sortes de gens différents dans le même lieu. Et je pense que malheureusement, il y a une tendance pour les grands artistes de l'Ouest, Shakespeare, Mozart. Il a un statut un peu élite et je pense que fréquemment, beaucoup de monde pense c'est pas pour moi, c'est trop difficile. Mais en fait, dans le cas de Shakespeare en particulier, c'était toujours pour tout le monde. Mais on a perdu ça un peu. Je voudrais faire une distinction entre le Shakespeare de le grand théâtre de littérature et le Shakespeare du théâtre qui est pour tout le monde. J'ai conçu et fait réaliser une camionnette chapiteau pour pouvoir aller au-devant des gens et sortir des salles. Voilà. J'ai eu envie, plutôt sur le tard, de reprendre des classiques et de les travailler. En se demandant mais qu'est-ce qu'il y a finalement réellement dans ces classiques et quels sont les thèmes dont on pourrait encore discuter aujourd'hui, quoi. Avec l'idée aussi de le faire avec le camion chapiteau, donc dans une forme aussi itinérante. Et les deux pièces qui m'intéressaient vraiment bien, c'est les deux pièces où il y a le plus de magie, quoi, c'est-à-dire le sens d'une été et la tempête. Ces monuments classiques du répertoire, c'est sûr que c'est pas évident au départ. On s'est employé à surtout ne pas trop porter la lourdeur du répertoire. Donc on a retrouvé une sorte de poésie à partir de la narration de Shakespeare, qui n'est pas celle de Shakespeare, qui est certainement plus contemporaine. Alors le Lausanne Shakespeare Festival, c'est super parce que ça nous permet déjà de jouer dans le cadre de festivals sur Shakespeare, enfin bon, c'est quand même pas rien. Tout ce qui peut créer des ponts entre les gens autour du sujet, de l'auteur, de la différence culturelle et tout, je trouve ça toujours très passionnant. On veut que ce festival peut trouver des nouveaux moyens pour inviter le public de rencontrer Shakespeare. À mon avis, je pense que c'est parfaitement bien de moderniser les pièces de Shakespeare. Le théâtre, c'est vivant. Et comme c'est vivant, ça change. Et comme ça arrête de changer, c'est mort. Andrea Grutter, qui est là en notre compagnie aujourd'hui pour nous parler de cet événement, les 30 ans du B2. De l'Anthropole, évidemment. Votre équipe de radio préférée a décidé de s'intéresser aux 30 ans d'Anthropole et grâce à ça, nous recevons aujourd'hui Andrea Grutter, coprésidente de l'association éphémère Trentopole, ou Trentopole. Trentopole. Trentopole, pardon.
Alors Andrea, je vais te laisser dès maintenant te présenter et nous en apprendre un petit peu plus sur cette association. Alors, comme dit, je m'appelle Andrea et on est une association Trantopol. C'est une association composée principalement de gens qui sont dans d'autres associations de sections ou non de sections et d'autres facultés aussi, qui sont aussi dans le bâtiment, dont le but est de célébrer les 30 ans du bâtiment Trantopol. Merci. Alors, on va commencer cette interview avec des questions qui concernent directement le bâtiment. T'es prête, pas trop le trac? Un petit peu, mais ça va aller. Moi aussi, t'inquiète. Au pire, j'improvise. Voilà, on va faire ça. Alors, première question, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les 30 ans d'histoire du bâtiment? Le bâtiment a été créé parce que la faculté des sciences humaines était dans la ville de Lausanne, à la Cité, qui est maintenant le gymnase de la Cité, et du coup, ils étaient pas mal séparés de l'université. Donc, ils ont créé ce bâtiment pour un peu rejoindre le bâtiment avec eux, avec le reste de l'université. Et du coup, il s'est appelé le BFSH, le bâtiment des facultés des sciences humaines 2. Et ils ont aussi appelé ça le B2. Et ensuite, ils ont changé de nom quand ils ont changé tous les noms de bâtiments pour devenir Amphimax, Amphipol, tout ça. Et à la base, il s'appelait le Humance, comme humain, Humance. Et tout le monde a détesté le nom, donc maintenant ça s'appelle l'Anthropole. Pardon, c'était beaucoup. J'ai préparé. Wow. Elle connaît son sujet. On t'admire. On qualifie souvent son architecture, donc l'Anthropole, B2, B1 immense, on se qualifie souvent son architecture d'unique. À quoi est-ce dû? C'est une structure qui ressemble pas mal à un X. Et en fait, le but des architectes qui l'ont créé, c'était que ça simule une ville. Donc quand tu es dans le bâtiment, ça empêche un peu le rassemblement et ça permet beaucoup de croisements où tu croises constamment des gens. Et comme ils ont remarqué quand ils ont parlé des gens, ça permet aussi d'éviter des gens facilement. Sympa. D'après toi, qu'est-ce qui fait de l'Anthropole, un bâtiment emblématique de l'université? Il est pas mal unique et il permet d'avoir quand même beaucoup de gens qui vivent en même temps dans ce bâtiment. Et c'est quand même un peu ce que c'est l'université. Et du coup, je trouve ça pas mal représentatif. Exactement. Mais maintenant, il est temps de parler de la soirée qui aura lieu à l'occasion des 30 ans d'Anthropole. C'est la seconde partie de notre interview. Andrea, est-ce que tu peux nous rappeler déjà la date de la soirée? Le 27 septembre 2017. Oh. Et le programme, est-ce que vous avez déjà planifié certaines choses? Oui, alors la soirée se passe en 3 parties. On a d'un côté, on a la soirée en soi, et avec des artistes et de la musique. Une partie culturelle et associative, où ça permet aux associations vraiment de montrer tout ce qu'elles font. Et la dernière partie, c'est une chasse au trésor, dont le thème c'est « Le doyen a disparu ». Où il s'agit de résoudre l'énigme de qu'est-ce qui s'est passé avec le doyen de la faculté des lettres. Il y a vraiment des gens qui veulent le retrouver, donc. Moi, en tout cas. Et à cette occasion, quelqu'un nous a parlé peut-être de lancer un petit appel aux artistes qui pourraient se produire à cette soirée, non? Oui, alors on a prévu qu'il y ait des artistes qui puissent venir, des groupes qui puissent montrer un peu leur talent, qui soient liés à l'université ou pas. Et donc vraiment, s'il y a des gens qui seraient intéressés à venir jouer, vraiment contactez-nous. On a une adresse mail qui se trouve sur le site que vous pouvez trouver et puis vraiment nous contacter. Ce serait vraiment cool. Je remercie Andrea Glutter qui a fait le déplacement, qui est venu nous consacrer un peu de son temps pour faire la publicité et la promotion de cet événement en 2017. Merci de m'avoir invité. Mais merci à toi d'être venu.